Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de police, de violence sûrement, on va parler de la fusillade de Bassignac en 1923, on va parler d'histoire, on va parler de transmission, on va parler de vocation et d'uniforme. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Alors, aujourd'hui, je reçois deux femmes, comme d'habitude. À ma droite, Sandrine Tega, comment ça va? Très bien. Très bien. Et à ma gauche, Rolande Bosphore. Comment ça va, Rolande? Ça va bien, heureuse d'être ici. Moi, je suis très contente d'être avec vous, Sandrine, vraiment. Et puis, Rolande, je vais vous laisser vous présenter. On ne va pas changer nos habitudes. On commence par qui? Plouf, plouf, qui commence? Sandrine, allez, Sandrine. Bonjour, merci de nous avoir reçus déjà, de nous donner la parole. Oui. Sandrine Tega, qu'est-ce que je peux dire? Tu es un petit peu timide? Un petit peu timide? Un petit peu. Ah, mais alors, tu disais, donc ta fonction, c'est? Fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police. Oui, Voilà. sur le terrain. Sur le terrain, qui travaille la nuit. Qui travaille la nuit, que la nuit. On va parler de ça. Et regarde. Il y a Rolande qui est en face, là. Rolande qui ouvre des grands yeux. Tu n'as jamais vu une policière de si près? Non, c'est-à-dire, c'est le travail de nuit. Ah, elle va t'expliquer ce qu'elle fait. Elle va Ce t'expliquer. choix-là, On a envie de savoir, hein? oui, parce que je me suis toujours dit que je n'aurais pas été infirmière, tous ces trucs-là, tout ce qu'il y avait. Le travail de nuit? Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aime dormir. Mais Bon, pas dormi. D'ailleurs, alors, tu peux nous dire tout de suite, là, qu'on rentre dans le vif du sujet. Quand est-ce que tu dors, s'il te plaît, Sandrine? Mais quand je rentre chez moi, après le travail. Mais alors, tu travailles de nuit, de quelle heure à quelle heure? De 21h à 5h10. On y tient aux 10 minutes. Ah ouais, et tu fais ça depuis combien d'années? Mais depuis que je suis ici, ça fait 15 ans. Tu sais que les gens qui travaillent... Mais tu n'as pas les 3-8, toi, c'est la nuit. Non, c'est que la nuit. On est en Ok. 4-2, 4 jours de travail et 2 jours de repos. D'accord. Et Donc tu un préfères? week-end sur 6. Oui. Oui, je préfère pour des raisons familiales et puis c'est pas la même délinquance, on va dire. Alors, dans certains boulots, on te dit la nuit c'est calme, toi c'est peut-être pas ça. Toi c'est surtout Nous, pas c'est ça, calme. non? Mais on sait à quoi s'attendre. D'accord. Alors, tu vas nous parler un petit peu de d'où ça vient. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, avant le générique, je parlais d'uniforme. Toi, tu aimes bien l'uniforme, n'est-ce pas? Oui, enfin je pense. Hein. Oui. Je crois que c'est toi qui m'as fait voir qu'effectivement j'aime bien l'uniforme. Hein. C'est vrai. Oui, parce que moi, mon père est policier, mes oncles sont policiers et j'étais anti-police. Moi, Ah bon? Ah non. Tu t'es pas fait arrêter quand tu étais jeune? Non, pas du tout. Alors, là, D'accord. et puis même si je m'étais fait arrêter, je n'aurais jamais dit là aujourd'hui. Hein? Non, j'étais pas du tout sur ça. Avant, j'étais hôtesse de l'air. Moi, c'était les langues. Hein. C'était voyager, être dans un avion, vivre dans un avion, que ce que j'ai fait. Combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans. Oui. Et puis après mes études, et puis à un moment donné, les contrats, dans le temps, il n'y a pas de CDI. Hein. Oui. Tu étais où, à Nouvelle-Frontière? J'étais à Nouvelle-Frontière, j'étais en métropole. Et puis, je me suis dit, je vais passer des concours. Hein, Et tu as tout le réussi? monde. Et j'ai réussi le concours. Oui, mais tu n'as pas dit que tu passais le concours de police. Tu passes plusieurs concours? J'ai oui. passé plusieurs concours. Oui. J'ai passé plusieurs concours. Et le jour où je suis allée en école de police, et je vais toujours je m'en suis voulu longtemps, Air Liberté m'appelle. Aïe. Le même jour, je me souviens, je rentre dans la chambre, il m'appelle pour me proposer un CDI. Mais c'était ton destin. C'était mon destin, je pense. Reste C'était là, mon retiens ce que tu allais dire après, on va continuer. Et Rolande, est-ce que c'était ton destin de faire ce que tu fais? Eh bien, oui. J'ai toujours aimé l'histoire. Oui. Et mon père m'a guidée, hein, et je le dis souvent. S'il n'était pas là, peut-être que je n'aurais pas été historienne. Qu'est-ce qu'il a fait, ton père? Eh bien, quand mon père est décédé il y a longtemps, quand on fouille, il y avait une boîte où il rangeait ses affaires, je trouve des livres. Donc ça veut dire que depuis longtemps, hein, quand il était jeune, il s'intéressait à l'histoire et de par sa formation, parce qu'il a été communiste depuis son plus jeune âge, et de par sa formation, il nous parlait de l'histoire. Pas seulement de l'histoire de la Martinique, mais il nous parlait de l'histoire, de ce qu'il avait lu. Et je pense que c'est ce qui m'a guidée. Mais qu'est-ce qu'il faisait, tu m'as dit? Mon père était ébéniste. Ébéniste, Mais il était d'accord. communiste. Oui, communiste et ébéniste. Voilà. Oui, oui. Mais il lisait, il aimait ça. Il lisait beaucoup et on a retrouvé tous ses livres. Moi, j'en ai gardé quelques-uns.
Et je pense qu'à travers ces lectures, il nous parlait. Il nous parlait et c'est ce qui m'a orientée vers cette voie. Et donc, tu as fait des études d'histoire. J'ai fait des études d'histoire. Au lycée, je travaillais aussi l'histoire. J'ai rencontré aussi des profs intéressants, notamment deux profs qui venaient de Breton. Et c'était au moment où la Bretagne bougeait un peu, donc ils nous parlaient beaucoup de tout ce qui se passait chez eux. Et je peux dire vraiment, oui, que l'histoire, et moi, c'est quelque chose... Et tu enseignes? J'ai enseigné l'histoire, j'ai enseigné au lycée professionnel de Trinité et j'ai été ingénieur de recherche au labo d'histoire sur le campus. D'accord. Et tu es plus spécifiquement intéressé, en tout cas spécialiste des histoires sociales? Oui, je travaille beaucoup sur les luttes sociales. Tout à fait. Sur les luttes sociales du 19e, du 20e et puis... bientôt du 21e. Et puis pas que les luttes d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, enfin, on va parler, tu en as écrit d'autres, mais oui. On va parler plus spécifiquement de la fusillade de Bassignac, donc la fusillade oubliée, 1923, et puis cet ouvrage, donc Tim en Maille en travail, donc c'est pas que les luttes, si, c'est aussi les luttes, mais c'est aussi des monographies, enfin des choses voilà, quelque chose de plus général. De plus général, oui. Et là, c'est depuis l'époque des Amérindiens. Depuis l'époque des Amérindiens, alors je peux donner quelques notions sur ce livre. C'est un livre d'histoire, c'est pas un manuel, c'est un vrai livre d'histoire à destination des enfants. Et puis de tous ceux qui disent qu'on ne leur a pas parlé dans leur enfance de l'histoire de la Martinique. Donc, à travers l'histoire des enfants, je donne des pistes sur l'histoire de la Martinique. Donc, comme ça s'adresse aux enfants et puis à ceux qui ne se sont pas encore intéressés à l'histoire, c'est pas trop épais, 52 pages de lecture. Oui, mais alors... Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Est-ce que ça t'intéresse l'histoire? Parce qu'on entend beaucoup, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de production. Il y a des monographies, il y a des choses plus longues, des choses... Et on entend encore, ne pas connaître l'histoire. Nous, si vous voulez trouver l'histoire, ou qu'à trouver, Sandrine? Si, les gens s'intéressent maintenant, ça va être simple. Hein. Rien que les RVN, le mouvement là, je pense que ça a révélé certaines consciences chez beaucoup de personnes et on est obligé de s'intéresser. Oui, mais je veux dire, il y a des choses, les choses sont produites. Alors, on ne connaît pas, c'est tellement vaste. Et j'imagine que quand on est historien, on dit par où je commence. Alors c'est vraiment l'appétence, l'intérêt pour telle ou telle période qui va faire aller vers tel ou tel livre, enfin sujet. Mais il y a beaucoup de choses en fait, non? Ah oui, de toute façon, de l'histoire de la Martinique, on est obligé de s'intéresser. Même si tu ne veux pas écouter, tu entends. Parce qu'ils en parlent beaucoup plus maintenant. Oui. Alors après, mets pas ta main juste devant ton micro. Merci, s'il te plaît, Sandrine. En revanche, est-ce que ça arrive, cette histoire-là, arrive à l'école, c'est ça? Alors, je fais en sorte que ça arrive. Déjà, dans les écoles, puisque je suis trinitéenne, j'ai eu des contacts avec les écoles, avec l'édilité, avec la municipalité, avec la médiathèque, pour que ça arrive dans les écoles. Donc, ils en ont acheté quelques-uns pour mettre dans les bibliothèques de chaque école primaire. Après, ce qui me semble, juste pour rester 2 secondes sur ça, c'est qu'il faut peut-être trouver les moyens de faire des espèces de fiches, si tu veux, pédagogiques aussi, pour aider les enseignants. Parce que ce n'est pas parce que la matière est disponible, tu vois, que les enseignants, même s'ils ont de la liberté, peuvent se saisir de ces ouvrages-là. Alors, mon parti pris, c'est à la rentrée de passer, je vais cibler certaines écoles, de passer et de faire réunir des groupes de professeurs des écoles pour leur présenter le livre et voilà. Donc on va en parler plus avant, tout à l'heure. Juste après le focus jingle, le focus. Alors, dans le focus, je voulais un petit peu de détente, que ça soit un petit peu plus light que d'habitude. Des fois, on parle de sujets extrêmement sérieux, on va dire, parfois tristes. Là, je suis tombée sur une étude du magazine Femina en ligne qui nous apprend que les femmes infidèles fantasment sur quelque chose d'assez particulier. Donc, 37% des femmes ont déjà trompé leur mari. Déjà, bon, c'est bon à savoir, mais c'est quand même moins que les hommes, parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait une étude sur l'infidélité homme-femme, et bon, je crois que les hommes, c'est 46%.
Mais alors, ce que nous apprend cette enquête, très importante, vous en conviendrez avec moi, mesdames, n'est-ce pas, de Femina, c'est que les femmes qui trompent leur mari, mais on me dévoile déjà mon effet. Donc, elles préfèrent les hommes tatoués. Qui l'eût cru? Ah, mais hein? Sandrine, tu es tatouée, toi, on dirait. Oui. Et donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu te reconnais? Tu as vu le piège de la question. Est-ce que tu te reconnais dans cette étude? Je suis pas infidèle, hein. Ah bon, voilà. Mais c'est pas cette question-là qu'il faut poser. Oui. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi elles sont infidèles. Enfin, Alors, mais il y a deux choses. Toi, tu t'intéresses à l'infidélité, et puis il y a les tatouages. Alors, on va répondre à la question brièvement. Alors, je disais que moi, je ne crois pas à l'infidélité. Je dis que ça n'existe pas. Ah, ça, j'aime bien ça. Ça n'existe pas. Si une femme va ailleurs, c'est parce qu'elle n'a pas il lui manque quelque chose. Par exemple, elle n'a pas les tatouages. Elle n'a pas les tatouages, donc elle a envie de voir ce que c'est, elle y va. Ouais. C'est comme dans un restaurant, quand on n'a pas quelque chose chez soi, on va manger au restaurant. Exactement. Mais est-ce que cette histoire de fidélité, là, est-ce qu'il faut absolument être fidèle? Moi, ça n'existe pas, Ouais, donc, l'infidélité. Voilà. Non, Moi, je Sandrine pense qu'il est faut être dubitative. fidèle, ouais. Il faut être fidèle, pourquoi? Oui. C'est Si fidèle. tu veux que la personne avec qui tu es soit fidèle, il faut que tu le sois. Non, mais tu pourrais ne pas vouloir que cette personne soit fidèle. Si tu ne sais pas, par Donc, exemple. dans ce cas-là, tu ne vis pas avec quelqu'un. Ah, si tu ne sais pas, c'est Mais pas pourquoi pareil. pas? Il y a des gens qui sont polyamoureux, Ah des gens oui, qui... ah oui, ça c'est le nouveau Non, monde. mais Pas mon truc, ça. oui, Toi, c'est exclusif, là, ça, là. c'est mon truc. Mais ça c'est n'empêche mon pas- gars. Non, c'est pas ma propriété. Ça n'empêche pas, même si on est fidèle, ça n'empêche pas l'infidélité de l'autre. Hein. Mais absolument, Bien sûr, je suis bien d'accord, sûr. oui, oui. Mais en quoi est-ce Je un suis problème, d'accord. l'infidélité? C'est pas ta tasse de thé. Non, Bon, toi, c'est... pour moi, non. Voilà. Mais Roland, bon, non, ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ouais, ça Si n'existe on pas. va ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas... Ouais, mais est-ce que c'est mal ou c'est bien, quoi? C'est ça le truc. Mais non, c'est pas... C'est ni bien ni mal. Chacun fait comme il veut. C'est pas mal. C'est pas mal. On ouais. est sur Terre, pourquoi? C'est pas pour rechercher le bonheur. Moi, j'aime bien Roland, moi. Oui, mais dans ce cas-là, Pourquoi on est sur Terre? Pour vivre l'instant vivre bien présent. donc on Voilà. vit toute L'instant seule présent. alors. Alors, Hein? On vit toute seule. Il vaut mieux vivre toute seule. pourquoi? On est dans... Bon, attendez, on va faire une émission spécifiquement sur l'infidélité. Ça me rappelle une émission que j'ai faite il y a très longtemps, l'infidélité est-elle une maladie? Vraiment, il y a des choses sympas là. Donc toi, tu es exclusive. Toi, il faut que ton homme ou ton compagnon... De toutes les façons, infidélité, après, ça dérape. Ça va toujours déraper. Pourquoi? Sauf si, comme tu as dit, s'il ne le sait pas, il ou elle ne le sait pas. Bon, en tout cas, ce qu'on Voilà. apprend là, c'est que les femmes trompent aussi leur mari, quoi, parce qu'on a l'impression, à mon avis, ce qui diffère entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes s'en vantent un peu moins. Bon, plus maintenant, hein, avec Et les puis, réseaux sociaux, C'est là, vrai, ça elles se disent, voit. elles Ah disent qu'elles ont oui. des mecs à côté bien de... sûr. Bon. Et puis, elles aiment les tatoués, quoi, surtout. Les Elles aiment tatouages. les tatoués. Non, toi, tu aimes bien les J'aime tatoués? bien les tatoués, pas trop quand même. Hein. Bon, et toi? Moi, j'aime les tatouages parce que pour moi, chaque tatouage a son sens. Parce qu'elles disent que c'est viril, en fait. Pour elles, les tatouages, si tu veux, c'est synonyme de virilité. Bof. Moi, j'ai des collègues tatoués et non tatoués, ils sont Bon, les virils. gars, hein. Ah, très bien. On Les non tatoués connaît sont des virils. tatoués bien qui sont sûr. pas... Voilà, et on connaît des tatoués qui ne sont pas virils. Peut-être que des fois, ils se font plein de tatouages pour faire quoi? Tout à fait. Au café Jean. Alors, je vais vous parler d'un gars, là, qui est de monsieur, on dit pas, un monsieur qui est extrêmement tatoué, il s'appelle Kalash. Est-ce que vous connaissez Kalash? Oui. Oui, toi, tu aimes bien, hein? Oui, moi, je l'aime bien. Tu connais tous ses J'aime titres. bien ses paroles. Ouais. Il a des... Ses chansons sont belles. Il a un message. Il fait passer un message, D'accord. en tous les cas. Et tu connais, toi? Je le connais très peu. D'accord, mais tu aimes bien ce que tu entends? Oui, j'aime bien ce que j'entends. Alors moi, sur son dernier album, moi, j'en intéressé à Tombolo, parce qu'on a entendu, je crois que c'était vu 13 millions de fois, Tombolo qui est sorti le 1er avril, 13 millions de fois. Mais il y a un titre qui est passé complètement, si tu veux, en dessous de mes radars, et que j'ai découvert comme ça, un peu par hasard, qui s'appelle, donc il a fait avec Prince Swani en featuring. Le titre s'appelle Punani Impérial. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Punani? Est-ce que vous savez, l'historienne, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Punani? Sandrine Camori. Comment Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Punani? Alors, là, c'est P-U-N-A-N-I. Ah bon. Mais normalement, il peut s'écrire autrement quand c'est en anglais. Est-ce que tu sais ce Non. que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, Sandrine? Je suppose, quand Ça tu veut dire écoutes quoi? la chanson. Mais en tous les cas, c'est pas impérial, hein, c'est impérial. Hein. Ah bon, il insiste énormément. impérial, ok, mais Punani, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, apparemment, dans la chanson, il parle bien du vagin de la fille. Alors, ça veut dire chatte. Voilà. Ok, c'est une chatte, c'est la, ok, c'est Qui est magnifique, Et il dit, apparemment. et alors les enfants, vous les mettez, vous sortez les enfants devant la télé, il dit même à un moment coucoune. Ah oui, oui. Ah ouais, oui, ouais, ouais, oui, j'ai oui. écouté le truc, bon. Mais voilà, donc c'est très cru, mais c'est très, comment dire, c'est dans l'esthétique, mais de ces clips jamaïcains, je précise. Alors, ce qui est quand même extrêmement rigolo, je ne parle pas de ça juste pour parler de ça,
on est dans une émission qui parle des femmes, donc on peut parler de ça aussi quand même, c'est que le mot, en fait, j'ai trouvé ça sur un site haïtien, le mot, en fait, vient du slang hawaïen. Donc ça vient de Hawaï, donc le mot punani. Et voilà, et un slang hawaïen qui signifie vagin, mais aussi, donc, il est très utilisé. Alors, à Hawaï, en fait, ça veut dire jolie fleur. Mais il a été détourné et il est utilisé donc, en Haïti, et puis il est utilisé aussi beaucoup en Jamaïque. Et la première fois une des fois où on a beaucoup parlé de ce mot, c'est parce que c'était le titre d'une Jamaïcaine, donc l'admiral Bailey, en 86, et le titre a été interdit. Donc ça s'appelait Punani, il était interdit, il a été banni des antennes jamaïcaines. Voilà, donc j'avais envie de dire, la mondialisation, c'est ça aussi, donc les mots qui partent d'Hawaï, qui arrivent en Haïti, qui partent aussi en Jamaïque, et puis qui se retrouvent donc dans la bouche de, comment il s'appelle, donc de Kalash et de Prince Swani. Mais elle est belle, la chanson. Elle est très jolie. Oui, mais elle est haute quand même. Hein. Elle est interdite. En fait, je ne sais pas quoi elle est interdite. Il faut l'écouter, la chanson. Parce qu'apparemment, c'est une fille qui demande. Hein. Oui, bien sûr, mais ça parle de sexe, en fait. Ah, mais absolument. Et donc, voilà. Donc, mais c'est une chanson en français ou en créole? C'est en créole, mais bon, punani, c'est un mot anglais, quoi. C'est un mot qui est finalement il s'est approprié. Il l'écrit P-U-N-A-N-I. En jamaïcain, il y a un Y quelque part, mais P-U-N-A-N-Y. Voilà, mais c'est cru, quoi. C'est vraiment très cru. Et je vous ai dit les mots qu'il utilise, enfin le synonyme, il le dit, quoi. C'est cool, c'est... Non, mais elle est jolie, la chanson. Enfin, bon. Moi, je ne vais pas dire autre chose, parce que moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime... Bon, je ne sens pas... Enfin, pour moi, je n'ai pas écouté, mais si on parle créole, il faut donner le nom créole. Non, mais il dit le créole, mais sauf que le mot, comme il a un featuring avec... il n'est pas jamaïcain. Non. Parce qu'il parle en anglais. Prince Swani n'est pas jamaïcain, mais bon, il parle anglais. Oui, il parle mais voilà, bon, si tu veux des collaborations, en fait, bon, ça plaît aussi. L'esthétique, c'est le twerk, beaucoup. Et puis, ça parle de puis le clip parle de lui-même. Ça parle du rapport sexuel, quoi, clairement, très clairement. Donc, c'est très, très, très... Très direct. Voilà, donc c'était la rubrique un peu, un peu sexe de cette émission. Une fois n'est pas coutume, on va continuer à parler de policière et de police et puis d'histoire, juste après le jingle Mots de femme. Voilà, on parle de tout hein, dans Forme. Alors, Sandrine est policière et on disait... que tu avais été aussi hôtesse de l'air, et puis je t'ai dit effectivement, c'est sans doute peut-être l'attrait pour l'uniforme. Oui, peut-être. Oui. En tout cas, bon, c'est vrai que policière, c'était pas vraiment une vocation, même si tu étais très entourée. Non, pas du tout. Je l'ai fait, puis en fait, je pense que j'ai toujours été bien entourée. Parce qu'au départ, j'étais ce qu'on appelait avant les agents de sécurité, maintenant ce sont les policiers adjoints. Puis j'ai été bien entourée, donc au départ c'était en métropole. Et puis j'ai passé le concours. Hein, tu es née où? Tu es née ici ou? Non, je suis née là-bas. Tu es née en France? Oui. Et tu as vécu en région parisienne? En région parisienne aussi, avec mes parents. Après, quand on a eu la mutation, je suis restée ici jusqu'au lycée, mes 18 ans, et je suis repartie. Et tu as grandi, en fait, tu as vécu à Livry-Gargan? À Blanc-Ménil. À Blanc-Ménil, pardon. À Blanc-Ménil. Et tu étais à Aulnay-sous-Bois? Oui, dans un commissariat. Oui. Aulnay-sous-Bois, c'est quoi? C'est Saint-Denis. C'est le 93, oui, le fameux 9-3. Et alors, c'était particulier, c'était violent, c'était comment? Oui, c'était pas mal violent. Hein. C'était... Bon, on n'est pas respecté là-bas. Hein. De toutes les façons, dès qu'ils voient un uniforme, ils ne regardent pas si c'est une femme ou un homme. Hein. Comparé à ici, où c'est tout à fait différent. Tu as dit que c'est différent? Ah oui, beaucoup. Mais ça veut dire quoi? D'où vient, en fait, pourquoi cette guerre, quoi? On le voit, je ne sais pas si tu as vu le film Bac Nord. Bac Nord, oui. Oui, ils ont tous été relaxés, hein, les collègues. Oui. Mais oui, il y a certains quartiers, effectivement, sont comme ça. Donc, il y a cette opposition entre certains jeunes, certains groupes, parce que des jeunes, d'ailleurs, et les policiers. Donc, toi, tu as vécu ça? Ah oui, j'ai vécu ça. Mais de toutes les façons, pourquoi il y a cette guerre? Pourquoi il y a cette guerre? Il faut bien arrêter, en gros, comme dans les westerns, le bandit. Pourquoi il y a cette guerre? Parce qu'il y a des guerres de territoire. Et puis, il y a la drogue. Le fléau, c'est la drogue. Hein. La drogue, certains quartiers. Après, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire qu'à la Martinique, c'est beaucoup plus calme que... Non, on en parle beaucoup plus parce que, je ne sais pas, 380 000 habitants, ça se sait vite. Oui, il y a moins, 360 000 habitants. 360 000, et puis bon, 16, on est quoi, à 16 homicides? 16 homicides. 16 homicides en 7 mois. Semestre. Oui, voilà. en un semestre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà. Comme Sandrine le disait, hein, c'est très dur et on s'interroge beaucoup. On s'interroge beaucoup, on sait déjà pourquoi, mais
que faire, comment faire. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Ah, moi, je pense que bon, il y a la drogue, il y a aussi le fait que le désœuvrement. Le désœuvrement qui fait que on a besoin de quelque chose. Certains ont besoin d'argent, besoin de se faire un nom, besoin d'exister. D'exister. Et ils cherchent dans la vente, dans le trafic de drogue, une solution, une facilité. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des gens qui sont à la marge, il y a toujours eu des voyous, il y a toujours eu des gens qui ne veulent pas respecter la loi, mais là, comment dire, l'ampleur en fait, du trafic de drogue qui effectivement va avec le trafic d'armes, parce que là aussi c'est quand même un peu nouveau. Ah oui, ça c'est nouveau le trafic d'armes en Martinique, n'est-ce pas? Et donc ça produit de la violence. Ça, pourquoi ça arrive chez nous là? Pourquoi ça arrive chez nous là? Est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec nos valeurs, ça a à voir aussi avec le changement de notre société, le changement de la famille aussi? Enfin, je veux dire, tout le monde ne devient pas... est-ce que ça n'a à voir qu'avec les problèmes économiques? Tout le monde ne devient pas dealer de drogue parce qu'il y a des problèmes économiques? Oui, mais comme... Oui. Tu parlais de désœuvrement, c'est ça? Le désœuvrement. Parce que bon, il y a peut-être 30 ans, il y avait des jeunes à la marge. Et puis, quand on prenait 40 ans pour les garçons, 30 ans pour les filles, on entrait dans leur rang. On prenait femme, on prenait homme, on trouvait un petit travail. Si on n'avait pas, on s'expatriait. Mais maintenant, plus maintenant. On ne fait plus ça. Donc, ce désœuvrement est là et ça empire. Et non, voilà. mais je repose ma question, excusez-moi d'y insister. Dans les familles, avant, tu pouvais avoir des gens comme ça. Alors, il y avait toujours ceux qui déviaient, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans nos familles qui fait qu'on n'a plus prise sur ça? Les familles n'ont plus prise sur ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Quand des gamins sont recrutés dans des cités pour faire le guet, pour pouvoir surveiller effectivement ce que font les plus grands, c'est qu'il se passe quelque chose vis-à-vis des enfants. Oui, mais quand tu as une maman qui ne travaille pas aussi... Quand tu as un truc simple, un papa qui travaillait, je vois à l'époque, là, Renault, Aulnay-sous-Bois, Citroën, quand ils ont fermé l'entreprise, ben, il y a beaucoup de parents qui sont restés au chômage. Au chômage, des couples, hein. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire à ton fils qui a 16 ans... Donc c'est pour vous, c'est l'économie qui crée ça? Ah oui. C'est les difficultés économiques. C'est pas un problème uniquement d'éducation, hein. Non, mais je veux avoir votre réponse, voilà. Oui, c'est en grande partie ça, parce que, justement, les parents sont désœuvrés, les enfants deviennent également des désœuvrés. Donc, ce qui fait que, bon, ben, il n'y a personne pour dire, pour encadrer, etc. Et puis, tout ce qu'il y avait avant, toutes les structures qu'il y avait avant, la grande structure familiale autour de l'enfant, elle n'est plus là. Voilà. C'est de ça que je parle aussi. Voilà. La vie dans ce qu'on appelle les cités, c'est pas la même vie, parce que moi, j'ai toujours vécu en commune. Oui. Et les grandes bars sont arrivées après. Mais même en commune, des fois, tu te retrouves en plein champ et tu as des bars en commune. Voilà. Maintenant, en commune, on a des bars. Mais moi, je n'ai pas... Tu n'as pas connu ça? Je n'ai pas connu les bars. Et puis, ce qu'il y a, c'est que les enfants, quand on était à la maison, quand on était dans les champs autour des maisons, on avait des choses à faire. On s'amusait, mais que faire quand on habite dans une bar? Tu es d'accord avec ça, Sandrine? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai été élevée en cité. Moi, quand j'allais en vacances... là-bas, je rencontrais mes petits copains qui traînaient en bas des immeubles et on n'avait pas cette idée-là. Au contraire, on avait les grands frères de mes amis. Ils nous disaient, bon, tu sors, tu vas acheter la glace à 22h, 21h, il faut que tu sois là. Et nous, on rentrait. Et pourtant, c'était pas comme ici, où c'était beaucoup plus dur, où le parent, quand il te tenait, il avait le siphon à la main. Non, comme tu dis, je pense que ça va avec l'évolution de la société. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment on fait pour... Déjà, il faudrait peut-être enlever les abribus, parce que c'est là leur truc. Quand je dis ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des associations, qu'il y ait des moyens, aussi bien... C'est pas que les finances, tout le monde dit finances. Oui. Il faut que les associations aient des moyens humains aussi. Avec des transmissions, des gens plus âgés. Pour aider, pour faire quelque chose. Enlever les abribus, certains pays l'ont fait. Ça n'a pas donné...
Non, mais quand je dis ça, je rigole, c'est parce qu'ils se regroupent là. Et puis, c'est ils n'ont leur pas terrain de de lieu. jeu. Ils n'ont pas de lieu, ouais. Ils ont des lieux. Tu vas à Montgérald, on leur a construit, ils ont un petit lieu là près du truc de basket. On sait très bien ce qui s'y passe. Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'as pas une bonne structure, une bonne association, tant que les politiques ne se mettent pas tous ensemble pour pouvoir créer quelque chose de concret pour les aider, ils vont toujours trouver un autre lieu. Et puis il faut de la transmission, il faut qu'il y ait, comme tu dis, des grands frères ou Voilà. des adultes, des gens un peu plus âgés qui... Voilà. Après, on va dire que la justice ne suit pas. C'est pas quand tu prends un petit de 15-16 ans. Normalement, ils ne doivent pas faire ils doivent pas faire de prison. Et que tu le mets en prison, quand il va sortir de là, comme tu disais, le gars, il va se sortir fort. Il aura d'autres épaules. Moi, j'ai fait de la prison. Moi, je suis... C'est ça. C'est les rites de Pour le passage. caïd. quoi. Mais c'est ça. Voilà. Et puis l'autre, il va dire, mais pourquoi je ne ferais pas comme lui? Il est respecté. C'est une histoire de maintenant. valeur et d'image. C'est uniquement Puis il y a ça. une espèce de... C'est-à-dire que les modèles ont changé. Oui, Le tout à modèle fait. est devenu... Le caïd est devenu modèle et celui qui fait les choses bien n'est plus le modèle. On parlait de mondialisation tout à l'heure avec le clip de Kalash, l'espèce de, finalement, de circulation des images, des cultures. Cette culture-là, c'est une culture aussi qui vient de l'extérieur. C'est cette culture de, finalement, comment dire, du boss, etc., non? Non. Non? Parce que, bon, J'aime avant... bien. Non, merci. Avant, dans les fêtes communales, dans les fêtes patronales, on avait le major de quartier. le major, oui. Ah, mais On toi, avait j'ai le pas major. connu ça. Oui. On Donc avait pour le toi, major. pour toi, on est dans la continuité de cela. C'est pas une continuité, mais Parce qu'il y a c'est pas des armes quelque chose. maintenant, il y a des armes Il y a maintenant. des armes. Ouais. Le major avait son becmet et son canif. Hein. Voilà. Donc tu D'autres armes. vois une continuité, toi? Je vois pas une continuité, mais je ne vois pas quelque chose de totalement. Je ne vois pas de rupture. D'accord, Il n'y a ok. pas de rupture. C'est une autre violence. C'est de notre toute violence. façon. C'est une autre ça. violence. Voilà. Mais la violence, elle Et puis était là, là. elle est Oui, immédiate, c'est là. clair, c'est clair. Elle c'est était clair. là. Parce que j'ai connu des morts dans les fêtes patronales. Wow, ouais. Le becmet, tu connais le becmet? Non. Tu peux lui expliquer ce que c'est, s'il te plaît, Hollande? Eh ben, c'est sur l'arrêt. Sur l'arrêt, il y a une espèce d'épine dorsale. Et soit sur la queue ou bien sûr l'arrière du corps. Et un truc en os. Hein. Et les pêcheurs prenaient ça, l'aiguisaient bien et ça devenait une arme. C'est pas le rostre, hein, je pense que c'est pas le rostre des... Je sais pas, je Voilà. sais que c'est ça sur la queue. Ok, non? bon. À vérifier. Enfin, quelqu'un Voilà. nous on va- dira. Mais voilà. enfin, ça vient de cette bête-là. Ah, ok, d'accord. Les Ça pêcheurs vient d'un prenaient animal, ça et on poisson. tuait les mal. gens avec ça. Ah oui, oui, ça tue. Enfin, ça tue. Mais toi, alors, toi, tu travailles la nuit beaucoup. Oui, Tu que l'as la dit nuit. depuis des années. Ça fait 15 ans, dans ouais. un groupe d'hommes, essentiellement. Oui. Là, maintenant, on a encore 2 femmes avec nous. Mais on est 3 groupes. Et effectivement, quand je suis arrivée ici, on était 3 femmes. Après, pour des raisons familiales, pour autre chose, les femmes sont parties. Je suis restée longtemps, hein, la seule femme. Et puis là, on en a 2 autres. Donc, on est une femme par groupe. Ça se passe très bien. Hein. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Rolande pour parler plus spécialement de cet ouvrage. Donc, La fusillade oubliée de Bassignac. Tu n'as jamais entendu parler pas de du tout. Bassignac. Alors, il faut dire qu'elle n'a pas, Elle n'a pas vécu ici. vécu ici. Elle a vécu. Elle a Mais pas alors, été donc, adolescente ici. c'est un des conflits qui dégénère, parce qu'il y a eu 2 morts. 2 morts. 2 morts. Parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient une augmentation. Ils voulaient une revalorisation de leur salaire. Voilà. Voilà. Ils étaient à 5 francs. Voilà, 5 francs 5 et francs. ils demandent... Voilà, 9 février 1923, fusillade qui fait 2 morts. Sostène Clavius Gris, 20 ans. Et Laurence. Ouvrier, et Laurence Marliassi, 19 ans, ouvrière agricole, qui était sans doute enceinte. Voilà. Voilà. Et ils voulaient vraiment, c'était dérisoire. L'usinier qui ne voulait pas donner 2 francs 30 pour la mareuse et 3 francs pour le coupeur de canne. Donc 2 morts. Là, on se retrouve avec des forces de l'ordre, là pour le coup, qui sont alliés du Béquet. Du Béquet. Du Béquet. Appelé alors, le Béquet, responsable, appelle le gouverneur. Le gouverneur appelle les forces de l'ordre et leur donne l'autorisation d'y aller. Voilà. C'est comme le préfet qui donne l'autorisation d'y aller. À ce temps-là, c'était le gouverneur. Et alors, ce qui est extraordinaire, tu te rends compte que le mois de février, c'est le mois des grèves. Parce que c'est la campagne sucrière. C'est Qui ça, en commence, fait, qui oui. commence. Et c'est le moment, tu nous expliques où seront valorisés les salaires ou pas. C'est ça, non? Oui, oui. Il y en a eu C'est le moment où quelques-unes. ils peuvent faire une pression. Oui. On ne peut faire pression qu'au moment de la coupe. On ne va Oui. pas faire pression à un autre moment. Et la coupe de la canne commence en février. Alors, il y en a eu des grèves. Février 1900, au François, 10 morts. Là, c'était
l'usinier qui donne pas 2 francs, c'est de la fameuse Voilà, chanson. la fameuse chanson. C'est quoi, Monsieur encore Michel par les bails des Tu francs. connais ça? C'est ça. Oui, mais je ne Monsieur savais pas que c'était Michel, ça. par les bails Des de francs. francs. Oui, 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 oui. Ok, Monsieur, d'accord. oui. Voilà, c'est ça. Donc 1900. 11 février 1935. Là aussi, il y a une grande grève. 61, la grève du Lamentin. C'est aussi février, n'est-ce pas? Mars, fin février, mars. Voilà. Et 1921, Sainte-Marie, février 1921. Dis-nous-en un petit peu plus alors. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette fusillade donc, de Bassignac en 1923? Alors, cette fusillade de Bassignac en 1923, je l'ai écrite pour montrer la permanence, parce que bon, il y a aussi des grèves après, il y a aussi des grèves avant, pour montrer que, moi je pars du postulat que beaucoup de gens crurent que en mai 1848, tout était fini, que tout était bien pour, c'était plus des esclavagisés, mais pour des travailleurs, que tout allait pour les travailleurs et que les choses allaient. Mais pour montrer cette permanence, cette lutte incessante pour revaloriser les salaires, pour faire valoir les droits, pour faire appliquer les lois qui étaient votées à Paris. Donc, je montre cette permanence des luttes. Et j'ai choisi de publier la fusillade de Bassignac parce que c'était une lutte qui était méconnue. Donc tout le monde connaît février 74, puisque Colo Bars l'a chanté, et montrer que il y avait aussi des luttes avant qui étaient meurtrières. Mais pourquoi alors, toi qui es une historienne, c'est vrai qu'on parle beaucoup tu as parlé tout à l'heure des RVN, donc de nation martiniquaise. Pourquoi, dans ces conditions, alors, en Martinique, les classes populaires ouvrières se battent pour la reconnaissance de leur droit à mieux vivre. Parce que j'aimerais que tu nous parles aussi tout à l'heure de l'organisation aussi dans la plantation et dans la plantation. Mais pourquoi finalement ces mobilisations successives n'ont pas abouti à la constitution, je ne sais pas, débouché sur la constitution de la nation martiniquaise indépendante parce qu'ils se retrouvent face à ces béquets systématiquement? Pourquoi ça n'a pas eu lieu, cela? Encore eu lieu. On ne travaille pas exactement de la même façon dans les champs de canne aujourd'hui, si? Il n'y a plus de champs de canne, hein. On ne travaille plus, il n'y a plus de champs de canne, il n'y a que des bananeraies. Non, il y a quand même des champs de canne où on fait... Très peu, on travaille avec une machine et on ne porte plus, comme il y a une seule sucrerie, on porte la canne dans les distilleries. Alors pourquoi le mouvement ouvrier martiniquais n'a pas débouché sur une mobilisation politique qui est débouchée elle-même sur l'avènement de la nation martiniquaise indépendante, et notamment au moment où ça aurait pu se faire, par exemple, dans les années 60, par exemple. Les ouvriers agricoles, on ne parle pas de paysannerie, mais en fait, n'avaient pas, je dirais, le poids politique qu'il fallait pour que les choses avancent. Et je pense souvent l'exemple de 1848. Et je dis aux gens que un beau jour, les esclaves ne sont pas arrivés le 21 mai, où mai n'a pas dit, bon, ben, aujourd'hui je vais battre du tambour pour que demain on soit libérés. Non, il y a eu, avant 1848, nous avons compté, il y a eu au moins plus d'une dizaine, il y a eu 15 grosses révoltes avec des morts, donc pour arriver à 1848. Donc je me dis qu'après 1848, toutes les luttes qu'il y a, 1870, 1900, 1921, 1935, ça va aboutir à quelque chose. Ça n'a pas encore... Oui, il y a eu 2009. Il y a eu 2009. En février aussi. Pas tout à fait pareil, hein? Non, non. Mais je me dis que ça va aboutir finalement. Ça aboutira à quoi pour toi? Alors, je pense que ça va aboutir à une souveraineté martiniquaise. Mais sur la base de quoi? De cette mobilisation populaire, ouvrière? Eh bien, là, maintenant, il n'y a plus de population. La vie ouvrière s'est transformée. C'est quoi le fer de lance, alors, finalement, de ces mobilisations? Il y a toujours une... comment on dit ça, mon Dieu? Il y a plus de mobilisation ouvrière, mais il y a une mobilisation, je dirais, entre guillemets, des miséreux, des gens qui souffrent. Sandrine hoche de la tête, elle fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Non, elle a raison. En fait, c'est le nerf, c'est l'argent. Le nerf, c'est l'argent, c'est-à-dire des miséreux. Il n'y a plus peut-être, mais il y a une radicalisation et un ras-le-bol de gens qui souffrent
de gens qui n'ont pas les moyens, de gens qui ne peuvent pas toujours... Et ce sont ces gens-là qui se mobilisent? Ce sont ces gens-là qui Alors, vont le mot que je cherchais, c'est le mot avant-garde, pardon. Voilà, c'était le mot avant-garde. Quelle est l'avant-garde de ces mobilisations qui, généralement, dans les histoires, enfin, c'est toi qui pourras me le confirmer ou pas, hein, peut-être que tu vas me dire non comme tout à l'heure, quelle est cette avant-garde qui peut déboucher sur quelque chose, effectivement, l'avènement de cette Eh bien, nation? dans cette masse de gens souffrants, il y a des éclairés. Moi, je les appelle les éclairés. Bon, dans les révolutions européennes, on parlait d'avant-garde ouvrière. Oui, voilà. Mais il faut savoir que on n'a pas ce même schéma. On n'a jamais eu de grosses industries, des industries comme industrie textile, industrie automobile. Non, mais il y avait cette industrie-là, précisément, avec mais elle est morte, ces ouvriers. cette Oui, mais industrie. avec ces ouvriers. Mais précisément, à ce moment-là, ces ouvriers-là n'ont pas pu. Ces ouvriers-là n'ont pas pu. Il faut savoir que ces ouvriers-là étaient des saisonniers. Aussi, d'accord. Ils n'étaient pas là tout le temps. C'est pas comme dans l'industrie automobile où ils étaient là tout le temps, comme dans l'industrie textile en Europe où ils étaient là tout le temps. D'accord. Ils étaient des saisonniers. D'accord. Ils n'étaient là que de février à juin. Donc c'est leur précarité qui a Voilà, fait que toi tu qui comprends fait, ça. Oui, tu as absolument. ça. Et donc toi tu dis que en fait les miséreux donc vont faire donc Il y a une avant-garde de gens conscientisés parmi ce groupe de gens souffrants. d'accord. Et c'est eux qui vont mener les choses. Et pour toi, parce que tu es aussi militante, est-ce qu'on peut être historienne en Martinique sans être militante? Tu disais que ton père était communiste, toi, je pense que tu l'es sans doute, ou peut-être Non, je ne suis pas communiste, hein, mais je suis quand même, je dirais, une militante. Militante peut-être, je ne sais pas moi. Nationaliste? Nationaliste. D'accord, ok. D'accord. Et donc toi, tu penses que la seule façon pour que... Parce que là, on parle de quoi? On parle... Ce qui est en jeu là, ou ce qui est en jeu aussi dans le travail des enfants aussi. Ce qui est en jeu, c'est finalement les inégalités, c'est l'exploitation, c'est le surprofit. J'ai envie de dire, dans le monde entier, il y a cela. Absolument. Dans le monde entier, il y a cela. Est-ce que ça doit déboucher forcément sur, finalement, comment te dire, quand on parle de nationalisme, sur le fait que la Martinique s'autodétermine et devienne souveraine avec... Elle devient, oui, dans la mesure où, en étant souverain, on va peut-être prendre de mauvaises décisions, mais ces décisions seront prises par des Martiniquais. D'accord. On est en train d'aller vers ça, non? Il y a des congrès, des choses comme ça, non? On va voir. Je ne suis pas On va voir sûre. ce- Bon, Sandrine est dubitative. Je ne suis pas certaine. Alors, moi, je vais qu'on y redonner aille. la parole à Sandrine sur l'idée qu'on a commencé à discuter tout à l'heure. Tu sais, tu parlais de la France, de cette défiance qu'il y a précisément à l'égard de la police. Tu ressens cela ici aussi? Maintenant, oui. Avec les mouvements, par exemple, dont tu parlais, RVN. Ouais, Est-ce maintenant. qu'il y a cette défiance ou pas que, d'ailleurs? C'est pas qu'avec les mouvements RVN, hein, parce que jusqu'à maintenant, en fait, que ce soit RVN ou que ce soit un autre mouvement qui veut se faire entendre, le dernier rempart devant la République, c'est nous. Donc, Voilà. automatiquement, ils veulent faire entendre, ils veulent faire passer un message. Donc, on est là, c'est nous qui D'accord, devons mais écouter. tu ne penses pas que ce soit dirigé vers vous, quoi? C'est dirigé Non. contre l'État? Au départ, non. Au départ, non. Aussi bien février 2009. Moi, j'étais allée en 2009. Février 2009, c'était l'essence, c'était la vie chère, c'était autre chose, c'était pas pour nous. Après, effectivement, quand je pense que quand les mouvements leur dépassent, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est nous qui sommes là pour intervenir. Donc, ça déborde. Il y a quand ils pètent les vitrines, quand ils volent, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est vraiment que nous. Bon, effectivement, tu vas patrouiller, tu vas tomber sur un trafic de drogue, c'est sûr, là, c'est un truc bien ciblé. Oui, c'est autre chose, ça. Ça sera On parle autre d'autre chose. Ouais. Mais quand on parle de la revalorisation des salaires, les malheureux, les miséreux, tout ça, c'est pas que la police. C'est pas que vers nous. Oui, Parce que bien les sûr. pompiers en prennent aussi. Oui. Voilà, même les infirmiers, ils en ont pris dans leur tronche là pendant les violences et tout. Non, mais c'est vrai. C'est pas que ça. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, comme tu disais, il y a vraiment un ras-le-bol. Et quand la tête n'entend pas, il faut bien se faire Et toi, comprendre. tu le sens, ça, en fait. Là, on le sent. Ouais. On a quand même eu des collègues qui ont été blessés par balle. Hein. Donc là, on le sent. Ça s'est jamais vu, ça, à la Mais Martinique. voilà, mais c'est ça, en fait. On a l'impression qu'il y a quand même une montée en puissance, finalement, de cette désinhibition, en fait, vis-à-vis de la police. Voilà, tout est bon, en fait. C'est ça, hein? Ben,
tout est obligé, enfin c'est méchant ce que je veux dire, mais tout est obligé d'être bon. Puisque quand on t'interpelle et que tu as une arme et que les prisons sont remplies, bon, d'accord, il y a des motifs, les prisons sont remplies, elles sont trop remplies. Et puis qu'on te met un bracelet électronique et qu'on te met dehors et que tu patrouilles à nouveau le soir et que tu retombes sur la personne a une certaine impunité. Et toi, ça t'agace, ça, ou pas? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, moi, ça m'agace. Ça m'agace pas que pour moi, parce que moi, je sais que j'ai un uniforme et que je suis avec des collègues et qu'on arrive à faire front. Jusqu'à maintenant, nous, on ne baisse pas les bras. Mais ça m'agace pour les autres. Ça m'agace pour la maman qui va à Madiana avec son fils et qui se fait braquer, qui se fait voler sa voiture parce que l'autre, il a besoin d'une bagnole. Voilà. Ça m'agace. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on soit... la loi, c'est la loi, on te met en prison, tu es condamné, tu restes en prison. Et puis il faudrait qu'on arrête toutes les arrivées d'armes qu'il y a à la Martinique. De toutes les façons, tout le monde sait très bien où les armes arrivent. On n'est pas, il n'y a pas que la police, il y a la gendarmerie, il y a la police municipale, il y a la douane, mais ils sont comme nous, ils ne sont pas assez nombreux. Donc il manque des gens sur le terrain, il manque de la police de proximité. Dernièrement, j'ai reçu Thierry Bosselin dans une autre émission. Donc, mais là, il y aura des moyens. Là. Il y a le ministre Darmanin qui annonce le RAID plus autre chose, etc. Non? Oui, le RAID qui est rattaché au RAID de Guadeloupe. Oui, donc on aura le RAID. De caserne. Tu n'y crois pas, quoi? Si, moi j'y crois, sinon je ne ferais plus ça, sinon je serais déjà ailleurs. Hein. Non, j'y crois, mais je me dis que ce n'est pas suffisant. C'est très bien que c'est pas suffisant. Il faut des radars aussi. Il y a des radars ou il n'y a pas de radars? Quel est le rapport avec les armes et la drogue? Mais des radars pour voir les gens arriver, pour... Des caméras. Oui, d'accord, oui. Non, je parle de ça. Bon. Sur les mettre où? Ben pour surveiller les côtes, je sais rien. Oui, au niveau des côtes, oui. Non, ça sert à rien? Si, absolument, mais bien sûr. Puisqu'on a tous les go-fast, tout ça, oui. Mais c'est pareil, on n'a pas assez de moyens, on n'est pas assez... Donc il faut juste des moyens, c'est ce que tu dis? Aussi bien financiers que humains, il en faut. Mais pour tout, c'est pas que pour la répression. Oui. Comme je disais, il faut aussi pour les associations qui aident les jeunes à se sortir. Quand tu as un jeune qui est en troisième... qui triple ça, bon, de toute façon, maintenant, il ne triple plus, mais bon, on va dire qu'il redouble sa troisième et qui se retrouve dehors, qui n'a pas envie de travailler, qui ne veut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est larisé, parce que ça fait des années au collège qu'on le prend on le met derrière, parce qu'ils ont créé, comme pour nous, ils ont créé des ZSP, ils ont créé, avant c'était CPPN. Il y a tout ça. En fait, quand tu les prends un par un, ils sont tous issus de ce milieu-là. Hein. D'accord. Tous, hein. Ils te disent, oui, mais bon, le premier truc qu'on nous dit, en créole, zot kavini, mais zot pas kafa, rien ban. C'est ça. Tous, hein. Tous, ils nous disent ça. En même temps, toi, tu incarnes l'autorité. Oui, et mais... ils ont besoin de ça, quand même. Ben, tu sais, ils n'ont pas seulement besoin de ça, ils ont besoin de parler. Parce que quand on va dans les familles, parce qu'on ne fait pas que la répression, quand on a des différents familiaux violents, quand tu arrives, le père, il a bu, la dame, la maman, elle est une femme battue depuis des années, et puis que tu as 3-4 enfants et que les 2 garçons, ils vivent ça, ils vont faire quoi? C'est clair. Même si ils vont faire quoi? Non, ils veulent rester là pour aider leur mère, puis à un moment donné, ça va partir en live. Il y aura quelque chose d'irréversible. Et en général, c'est ça. Et on parlait de Kalash, je vais revenir sur lui. Vas-y. Kalash, il en parle. Il en parle beaucoup. Les toutes premières chansons, Bando. il parle de ça. Il explique la violence, il explique l'absence de son père, et que lui, il a réussi à rester droit. Bon, c'est pas tout le monde qui a la tête pour rester droit, tout ça. Mais effectivement, il nous faut d'autres moyens. C'est pas suffisant. C'est pas quand tu fais. Oui. Vas-y. On parlait de valeurs tout à l'heure. Quand le père est absent, il y avait une structure familiale qui prenait le relais. Mais maintenant, il n'y a rien pour prendre le relais. Et comme dit Sandrine, s'il n'y a pas des associations fortes, avec des gens formés, avec des gens qui sont prêts à s'investir... Parce que quand tu as une famille monoparentale, tu as beaucoup de mamans qui élèvent leurs enfants, et les enfants ne sont pas dans la rue. Hein. Je ne sais pas si c'est que ça. Non, il y a ça aussi. C'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Elle a parlé de bars, vous avez parlé des bars d'immeubles. On a parlé globalement, on a parlé de mondialisation. Il y a plein de choses. À mon avis, ce sont des causes multifactorielles, comme on dit. Il y a plein d'éléments qui concourent à créer ça. Parce qu'avant, autour il y avait moins de papas présents. Bien sûr. Et il y avait autour la famille élargie, les tontons, les tatas, etc. Voilà. Et puis, comme tu dis, en commune, dans des quartiers, tu as des quartiers, par exemple, qui portent le nom d'une même famille. Donc, les enfants pouvaient être effectivement pris en charge. Je voudrais avoir ton point de vue. J'ai posé la question par ailleurs, mais je te la pose. On dit beaucoup que la délinquance, la grande criminalité, notamment liée au trafic de drogue, etc., serait le fait des étrangers, et notamment des Sainte-Luciens, des Saint-Vincentais. C'est vrai ou pas? Pas que... Il y en a à chaque fois qu'on
qu'on en interpelle. De toute façon, ça se dit à la télé, on a arrêté 2 Saint-Luciens. Mais si les Saint-Luciens arrivent, ils logent bien quelque part. Ils ne sont pas chez moi, hein. Ils ne sont pas chez toi. Donc il y en a. Ils ne sont pas forcément chez d'autres Saint-Luciens aussi. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, voilà, mais il y en a, il y a beaucoup d'étrangers. De toutes les façons, il y en a énormément. C'est pas la peine d'aller plus loin. À Terre-Saint-Ville, moi, ça m'a beaucoup choqué quand je suis arrivée ici, l'église qui est à Terre-Saint-Ville, on me disait, tu vas à la place des Haïtiens. Je dis, la place des Haïtiens, oui. Ça s'appelle Place des Haïtiens. Quand je suis arrivée, c'était ça, c'était la place des Haïtiens, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'Haïtiens. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de délinquance, je n'ai pas dit ça, mais c'était ça. Mhm. Donc il y a énormément d'étrangers ici. Après, dire que c'est que les Saint-Luciens, moi je connais énormément de Saint-Luciens que nous avons interpellés, qui effectivement, la maman est Saint-Lucienne, mais le papa est martiniquais. Hein. Voilà. Et puis on a reçu une Sainte-Lucienne, Margretha, sur ce plateau, qui disait qu'effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir de la violence à Sainte-Lucie, mais voilà, il y a des gens qui font des bêtises, bien entendu, mais elle disait d'ailleurs que les bons payaient pour les mauvais, quoi. Mais on ne peut pas généraliser. Mais ce sont des choses qu'on entend. Oui, clairement. souvent ils disent oui, c'est un Anglais. Il m'a agressé, il avait un Anglais. Oui, peut-être, mais bon, on a de bons Martiniquais. Aussi trafiquants. Aussi trafiquants, puisqu'on parlait, on parlait des causes. Et alors, il y a quelque chose qui était important que tu disais, c'est que pour toi, il n'y a pas de territoire comme dans l'Hexagone, de territoire, comment on dit ça, où les policiers ne vont pas, par exemple. Non, pas du tout. Ici, à la Martinique, non. Des territoires de reconquête de la République. Ou des territoires à reconquérir. Non, il n'y a pas ça. Non, pas de ton expérience. Quand il y a les violences urbaines, oui, c'est sûr. Il y a des quartiers où tu ne peux pas rentrer. De toute façon, ils sont tout contents d'ériger des barrières et tout. Ils se sentent investis d'un pouvoir, là, ils sont contents. Mais non, on patrouille partout. En tous les cas, nous, la nuit, on patrouille partout. Hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de territoire de non-droit, il n'y a pas ça. Tu n'as jamais eu peur, toi? Non, parce que je suis bien entourée, j'ai jamais eu peur. Et on va partout, on va dans la mangrove, on va partout. Hein. J'ai jamais eu peur. Alors, Roland, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Explique-nous un petit peu la façon, le fonctionnement, en fait, sur ces exploitations. Donc, ces ouvriers qui sont morts donc, à Bassignac, tu nous as parlé un petit peu de l'accord, de la collusion entre, effectivement, les instances économiques et puis politiques. Mais c'est quoi la réalité de ces ouvriers ? Eh bien, ces ouvriers, donc on est en 1923, ils sont, je dirais, sur les plantations, ils sont casés, c'est-à-dire qu'on leur donne un petit lopin de terre, et ce qu'on appelle les ouvriers casés, un petit lopin de terre, ils peuvent construire une case et puis faire un petit jardin, et ils vendent ces produits-là sur les marchés. Donc, mais ils doivent travailler pour le propriétaire, pour le grand planteur qui les a casés. Et très souvent, le planteur prenait prétexte de ces cases qu'il avait, de ce petit lopin de terre bien aride sur un morne ou bien au fond, dans un fond, qu'il leur avait donné, on peut dire, entre guillemets, pour ne pas faire d'augmentation. Je vous ai déjà donné une case, je ne fais pas d'augmentation. Donc, et c'est ce qui s'est passé justement en 48. En 48, quand il y a eu les cesses de Basse-Pointe. C'est pour ça qu'il y a eu ces morts. Et donc, sur les habitations, ils étaient sur les habitations et ils travaillaient sur la plantation pendant la période de la récolte. Et puis, donc, comme je disais, c'était un travail saisonnier. Donc, de juillet à décembre, il fallait trouver autre chose à faire. Alors, il y en a qui allaient à la pêche, il y en a qui devenaient pêcheurs, artisans, qui allaient travailler un peu en ville. Les femmes allaient se placer comme bonnes pour revenir. Donc, il y avait vraiment beaucoup je dirais, de misère à cette époque, parce que les gens n'avaient pas de moyens financiers fixes. C'est surtout ça. Ils n'avaient pas de moyens financiers fixes et les seuls qui étaient un peu à l'aise, c'était les ouvriers d'usine, les ouvriers qui travaillaient dans les grandes usines centrales, puisque, bon, il fallait, l'usine tournait pendant la récolte 24 heures sur 24, et après, il fallait tout entretenir. Donc, cela est un petit peu plus à l'aise. Mais il y avait justement cette grande misère sur les habitations, puisque les gens n'avaient pas, étaient des journaliers, saisonniers,
et n'avaient pas un salaire pour leur permettre de vivre et de faire vivre leurs enfants. Juste un mot avant de finir sur les violences policières, Sandrine. Parce qu'il y a un rapport qui, juste en préparant cette émission de l'IGPN, qui est sorti là, c'est vraiment tout nouveau, donc qui a recensé en fait en 2021 37 morts et 79 blessés lors d'opérations de police, globalement en France, d'accord, avec une utilisation notamment des LBD et une utilisation en hausse du taser. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, des violences policières, et peut-être que des fois, ça crée cette espèce de défiance, en fait, vis-à-vis des forces de l'ordre. Comment on fait pour, quand on est policière, se prémunir de tirer tout de suite le taser, etc. Est-ce que c'est pas... C'est selon la situation, de toute façon. Hein. Après... Est-ce que vous êtes formé précisément, bien sûr, à rester... Tu ne peux pas avoir une habilitation sans avoir été formé. On a des habilitations qui sont renouvelées régulièrement. Et puis, on a notre armement collectif. Après, chaque situation est différente. Hein. Je pense que ce rapport-là, je ne sais pas si est-ce que c'est pas pendant il y a eu, les manifestations. Tu sais, des gilets jaunes. Alors, non, c'était pas ça. Non, là, ça parle vraiment de 2021. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'était 2010. Mais il y en a eu en 2021. Oui, non, mais là, ça parle pas des gilets jaunes. C'était 18-19. Voilà, 18-19. Non, là, ça parle pas des gilets jaunes, mais là, en fait, il y a des choses qui régressent, tu vois, et puis il y a des choses qui augmentent. Par exemple, l'utilisation du taser augmente, 2699, mais globalement, le nombre d'enquêtes diligentées par l'IGPN est en baisse. C'est 1093 enquêtes et 531 dans lesquelles l'IGPN est saisie. Et en tout, les violences policières, donc... Voilà, donc si tu veux, il y a des critères qui montent et d'autres qui descendent, en fait, juste. Mais bon, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, comme on en parlait de Bassignac, et clairement, bon, c'était les forces de l'ordre qui ont tiré sur ces ouvriers. Je voulais qu'on dise un mot de cela. Vous savez qu'on a fini Non. Vous avez vu ça? C'est pas assez bien vite. Bon, alors, quand même, je vais vous poser, au risque de dépasser un petit peu, ma petite question rituelle. L'homme qui t'a le plus influencé, Sandrine? Ah, mon père. Tu nous as expliqué pourquoi. C'était quoi ses valeurs à ton père, policier? Ce qui t'a donné, ce qui t'a enseigné, ce qui t'a transmis? Le respect d'autrui, déjà. Et puis, qu'est-ce qu'il m'enseigne? Il m'enseigne toujours, hein, parce qu'il est toujours vivant. Hein. Oui. Et puis, c'est sa fierté. Ta fierté. Ouais. Toi, tu es une femme fière. Mais il est fier de nous. On est deux enfants, il est fier de nous. Il est fier de ce qu'on est devenu. C'est de ça qu'on parlait, la valeur du papa, la valeur de la maman aussi. Et il est fier, ça se voit. Et puis, quand je rentre le matin et qu'il m'appelle « tu es bien rentré », c'est important, ça. Oui. Moi, j'ai cette éducation-là, j'ai cette valeur-là. Le souci de l'autre. Ah ouais, moi, mon père, il est là. Et heureusement. Et même à mon âge, si j'ai une décision à prendre au niveau du travail, moi, c'est mon père ou ma mère. Hein. Et mon frère, c'est pareil. Okay. On en parle beaucoup. Et ils nous ont instruit certaines choses que maintenant... Moi, j'ai instruit ça à ma fille. Et effectivement, ce que tu disais, il y a certaines valeurs qui se perdent, hélas, c'est sûr. Mais bon, moi, je sais que je ne passais pas la journée à regarder YouTube. Ma fille ne regarde pas la journée à regarder YouTube ou je ne sais pas quelle émission, là où tu as des clips, là où les filles sont en stream tout le temps. C'est cette éducation-là. Moi, je n'ai pas connu ça et je suis contente de ne pas la transmettre à ma fille. Roland, l'homme qui t'a le plus influencé, le plus important dans ta vie? Eh bien, je dirais papa aussi, mon père. Oui. Mon père était militant, vraiment, allait distribuer le journal quand il y avait des élections. Justice, oui. Quand il y avait des élections, donner des bulletins communistes à tous ses amis et aller dans les conférences, tout ça. Et justement, ma thèse de doctorat a porté sur le militantisme communiste. Je fais vraiment un grand panorama du militantisme communiste depuis l'arrivée des communistes à la Martinique en 1920 jusqu'en 1971, au moment de la convention du Morne Rouge, et à ce moment-là où le Parti communiste commence un peu à décliner, et puis il va décliner de plus en plus. Donc,
il m'a appris à militer. Il m'a montré ce que c'était que militer. Militer, être avec les autres et puis dire ce qu'il y a à dire. Hein, voilà. Et c'est ce que je fais dans mon travail d'historien. Que tu continues à faire. On va faire une deuxième émission. Oui. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Alors, c'était pas exactement le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi? Alors, ce serait en février 2023, il y aura 100 ans. Et j'aurais aimé faire une belle émission. Bon, j'ai déjà été contactée, mais c'est pas encore ça. Une belle émission sur la fusillade oubliée. Bon, ben c'est pas tombé dans l'oreille de sourd ici. Hein. Et donc 100 ans, c'est quand 100 ans en février, donc c'est dans quelques mois. En tout cas, merci. Donc la fusillade oubliée, Bassignac 1923, et puis Timon Maille en travail, donc les éditions du Détroit. On trouve tes ouvrages dans les librairies? Oui, voilà. Oui, c'est de là. Voilà, me semble, okay. Oui. En tout cas, merci d'être venue. Et alors, Sandrine, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Un mot, deux mots? Gardons espoir, je pense, pour la Martinique. Bon, on n'a pas épuisé le sujet, mais on a bien échangé. Merci, mesdames, d'être venues sur le plateau. Merci aussi Sandrine, de nous avoir invités. Roland, on reste là. Attends le générique, Roland. Ni pressé. On va attendre un petit peu. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Forme. Moi, je vous retrouve donc tous les mardis à 20h avec des femmes tout aussi inspirantes. Restez sur Zitata. À bientôt. Merci. Femme. Femme.